déjà traversé un champ aussi coloré, aussi mouvementé qu'une coulée de lave qui dégouline vers la mer? Avez-vous déjà assisté au combat de titans que se livrent quelquefois les flots, le rocher et le vent? Avez-vous déjà servi de trait d'union entre la lande et le ciel? Avez-vous déjà rencontré, au détour d'un chemin, au cœur d'une forêt profonde, des personnages de légende? Si oui, vous vous êtes baladé en Bretagne. Sinon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, je vous y emmène. Le rocher sur lequel nous nous trouvons est en granodiorite. C'est une roche dure, très très dure. C'est sur cette roche qu'a été bâti Fort Lalatte. Ce fort date de 937. Il a été construit là pour protéger les populations des pirates normands qui venaient écumer les côtes. C'est également pour nous le point de départ d'une randonnée d'environ 3 heures qui va nous conduire là-bas. Venez, je vous emmène, je vous montre. C'est en empruntant un petit sentier qui longe les falaises que nous allons nous rendre au Cap Fréhel, là-bas tout près du phare. Ce phare fiché dans le grès rose. Nous vous garantissons des paysages extraordinaires, mais terrifiants, puisqu'ici s'affrontent 3 éléments, le vent, l'eau et le rocher. Mais aussi, nous découvrirons la nature, une nature qui a réussi à s'implanter, à s'adapter et qui persiste ici. C'est à la rencontre de cette nature-là que nous partons tout de suite. Il y a des goélands argentés, ce sont les plus nombreux. Il y a aussi des sternes qui pêchent au pied des falaises. Et il y a des cormorans tout noirs qui frôlent l'eau, ils ne s'éloignent jamais des côtes. On rencontre fréquemment sur ce sentier des voûtes de végétation comme celle-ci. Et la plupart du temps, cette végétation est constituée de fougères hautes, bien sûr, et de prunelliers. C'est une végétation qui pique. Ça pique le prunellier. Et celui-ci, regardez sa forme. On a l'impression qu'il a été complètement façonné par un jardinier. En fait, le jardinier ici, c'est le vent. Vous n'aurez pas souvent l'occasion de rencontrer des pins sur ce sentier parce que le vent est trop violent, ils ont bien du mal à s'installer. Et ceux qui sont là, eh bien, sont très maltraités. Et cela nous rappelle la violente tempête du 17 octobre 1987 qui a ravagé un bon nombre de forêts bretonnes. Les pins que vous rencontrerez seront souvent affalés et la plupart d'entre eux auront les branches cassées. Nous sommes à une demi-heure de Fort Lalatte. Et de cet endroit, à marée basse, on a très envie de rejoindre le Cap Fréhel en empruntant le pied de la falaise. Mais il y a des quantités de pièges à éviter. Les petites plages que vous pouvez voir en ce moment, eh bien, sont séparées, reliées entre elles par des petites falaises difficiles à passer. L'escalade y est dangereuse, la roche est glissante. Pour atteindre ces plages, il est beaucoup plus prudent de partir du sentier principal et de là, prendre les petites sentes qui descendent en pente raide jusque vers le sable.
La lande de Fougères est maintenant loin dans notre dos, là-bas, sur les falaises, toutes vertes. Nous sommes maintenant dans la lande de Bruyères et d'Agen. Mais nous pouvons encore rencontrer des fougères dans les creux, humides, mais cette fois en compagnie de saules. La lande du Cap Fréhel est l'une des plus belles landes du monde. Regardez toutes ces couleurs, regardez toutes ces formes, toutes ces ondulations. Le jaune, ce sont des ajoncs. Attention, ça pique. Celui-ci est l'ajon de Legal. Et si vous êtes attentif, si vous prenez le temps de regarder, quelquefois avec un petit bouquin pour les déterminer, vous rencontrerez différentes bruyères. Ici, nous en avons 3. Nous avons la plus commune, la plus répandue, la bruyère cendrée. Il y a ici la bruyère ciliée. Et là, cachée derrière, la calune, la fausse bruyère, que l'on rencontre aussi dans les tourbières. Ah, Jean-Yves Nous, bonjour. Comment ça va? La famille se décoiffe, hein? Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les touristes? Qu'est-ce qu'ils vous posent comme question quand ils vous rencontrent dans le phare? Ben, ils demandent surtout si on est gardien de phare. Hein. Parce que si on me dit guide, ben là, je mets ma casquette de travers de suite. Hein. Ah oui, là, je suis de mauvaise humeur toute la journée après. Hein. J'aime pas ça. Ah non. Fait toute ma vie là, sur la mer, enfin, une bonne partie toujours. Bon, ben, j'ai fait la marine marchande avant, comme beaucoup d'anciens gardiens comme nous, quoi. On était au commerce. Donc, ben, on n'aime pas qu'on nous dit guide, hein. Là, c'est une offense un petit peu. Là, vous parlez de votre métier. Ah oui, c'est à moi, c'est vrai. Pas à personne d'autre. Hein. Mais c'était très dur aussi, hein, attention. Hein. Ah là là, on montait 15 jours, une semaine de repos, mais s'il y avait la tempête, ça pouvait être aussi bien 40, 50 jours. Hein. Ah oui, c'était comme ça. Avec le mauvais temps, ben, comme c'est la relève à ballon, au treuil, comme ça, le système du va-et-vient, ben, il valait mieux rester dans le phare hein, que de risquer sa vie, comme on dit. Quoi. Nous sommes fonctionnaires très haut placés pourtant. Hein. Le phare, il fait 95 mètres au-dessus du niveau de la mer. Hein. Malheureusement, c'est une nostalgie qu'on a, nous. Hein. S'il y a autant d'oiseaux de mer ici au Cap Fréhel, c'est pas seulement parce qu'ils y rencontrent une nourriture abondante, c'est aussi parce qu'ils ont l'occasion de nicher dans des falaises verticales, bien protégées des visiteurs, bien protégées des gêneurs. Mais c'est aussi une autre raison qui les pousse jusqu'ici. Regardez, le grès
est empilée en couches successives, et ces couches sont presque horizontales, ce qui permet notamment aux goélands argentés que vous voyez voler et voltiger tout autour de ces blocs, de poser leur œuf sur un sol qui va le retenir. Il ne fait pas de nid, quelquefois simplement un petit creux quand il y a un petit peu de terre. Alors imaginez un petit peu un œuf de goéland posé sur un sol incliné, c'est l'omelette immédiatement. Alors on voit les jeunes très distinctement parce qu'ils ont un plumage gris beaucoup plus sombre, évidemment, que les adultes qui ont les ailes grises, mais le reste du corps tout blanc. Et ces jeunes, on les voit en ce moment en train de rentrer la tête dans les épaules, si j'ose dire. C'est un signe de soumission pour que les adultes leur fichent la paix, mais c'est aussi, d'une certaine façon pour eux, l'occasion de rappeler qu'ils existent et qu'ils viennent un peu quémander de la nourriture. Vous verrez quelquefois les adultes arracher des petits morceaux d'herbe et les brandir dans le bec en regardant droit dans les yeux le voisin. C'est une façon de lui dire « n'approche pas un pas de plus ». Ils sont menaçants avec leurs brindilles sèches dans le bec. Et je vous assure que ça marche puisque le voisin n'approche pas, même quelquefois recule. Alors nous retrouvons sur ces rochers le cormoran huppé. Ces cormorans huppés ont perdu la huppe, si je peux dire, parce que c'est une parure nuptiale qu'ils arborent au mois de décembre. Et les jeunes, bien sûr, au printemps, eh bien, naissent. Ils ont un joli duvet noir. Et là, je viens de découvrir une anomalie. L'un d'entre eux est en train de couver. Nous sommes mi-juillet et je peux vous certifier que les œufs qui sont en train d'être couvés maintenant, en plein milieu du mois de juillet, ne donneront jamais de poussins. Ne vous laissez pas tenter par une multitude de petits sentiers que vous découvrirez sur le bord de la falaise. La plupart d'entre eux mènent à des cul-de-sac. Vous serez le nez sur le rocher. Et quelquefois même, ils se terminent sur des pelouses en pente, glissantes. C'est très dangereux. Pour vivre une découverte ici, il faut rester sur les sentiers balisés. Cela suffit largement pour découvrir une végétation d'une grande richesse et bien entendu aussi la faune. Mais cette faune, elle est visible même de très très loin. Les cordons de dunes que nous allons rencontrer au cours de cette promenade sont récents, enfin relativement. Il faut quand même remonter quelques dizaines de milliers d'années en arrière, à l'époque glaciaire quaternaire, la dernière, pour connaître leur formation. La mer était très loin, reculée sur plusieurs kilomètres. Elle était probablement 40 mètres en dessous du niveau actuel. Autrement dit, on ne la verrait pas d'ici. Il y avait un fort vent d'ouest. Ce vent d'ouest, dans cette immensité découverte, poussait du sable jusqu'ici. Ce sable s'est accumulé. Aujourd'hui, ça forme un barrage. Et ce barrage retient, la plupart du temps, pas toujours,
des marais importants du côté de la Terre. Nous pouvons considérer que la balade a commencé. Nous venons de franchir l'anse du Verger. Nous avons laissé les voitures près du petit village qui se trouve en haut. Nous sommes descendus à travers les prunelliers et maintenant nous filons vers une plage qu'on appelle la plage des Chevrets. En gros, 2 heures, 2 heures et demie de marche dans un excellent sentier. Tout le long du sentier en corniche, vous rencontrerez sur le talus, dans la poussière pulvérulente, des petits cônes. Ce sont des cônes de fourmilions. À l'intérieur de ce cône, à la base, il y a un monstre. Un estomac, 2 énormes mandibules qui sont là pour piéger les fourmis. Elles descendent sur le bord du cône et, avec les mandibules, ils projettent ce fourmilion du sable. Ils déséquilibrent la fourmi qui glisse doucement dans le fond et là, les mandibules la saisissent. Alors j'en ai un dans la main. Et voilà la bête toute nue. Je commence à être un petit peu mal à l'aise parce que je le découvre. Et vous voyez, il fait de la marche arrière. Ce que vous voyez bouger, c'est en fait son abdomen. Je vous avais dit, c'est un monstre. Imaginez une fourmi qui est saisie par ses mandibules. Cette grosse larve, quand elle sera adulte, des ailes lui auront poussé et elle ressemblera à la libellule. Vous risquez peut-être même de la voir voler à la fin de l'été. Vous serez peut-être surpris de rencontrer tout au long de ce sentier, qui longe la plage, qui longe le bord de la falaise, des quantités énormes de sureaux. Je dis bien énormes, vous en rencontrez pratiquement partout. Et ce sureau est en compagnie de fougères et d'ajoncs. Pour ceux qui ne savent pas encore reconnaître le sureau, fiez-vous aux fruits. Ils deviendront très sombres, presque noirs. Attention, ça tâche, vous pourrez même en faire de la confiture. Si vous avez encore un doute, vous prenez quelques feuilles, vous les écrasez dans vos mains et vous sentez. Là, vous allez découvrir une odeur tout à fait caractéristique, celle du sureau. Vous aurez peut-être la chance, au cours de cette balade, de rencontrer sur le sentier lui-même ce serpent de verre. En fait, il s'agit d'un lézard sans pattes, c'est l'orvet. Il est très brillant dans le soleil, il est métallique, et celui-ci a la queue coupée. Probablement parce qu'il a rencontré un renard ou un touriste qui a essayé de l'attraper. Il a libéré sa queue pour s'échapper. La tête de l'orvet, c'est bien une tête de lézard. Regardez, sa petite langue qui sort pour s'informer. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est rugueux? Il est vraiment inoffensif. Ne le tuez pas, il est très utile. Il mange les petites limaces, il mange des insectes. Et il a encore une particularité. Il est ovovivipare. Cela signifie qu'il pond des œufs, mais que les œufs aussitôt pondus libèrent des petits orvets très bien constitués. Comme tous les petits animaux que nous capturons pour en parler, nous les relâchons.
exactement à l'endroit où nous les avons capturés. Et celui-ci va donc regagner un sol qui est meuble, donc il aura tendance à rentrer dans le sol. Mais en règle générale, vous pouvez le rencontrer à condition qu'il fasse un petit peu doux, un petit peu de soleil. Et vous le verrez quelquefois sur les fougères lorsqu'elles sont écrasées. Observez-le, touchez-le du bout des doigts, et vous le verrez à ce moment-là, il pique de la tête dans la végétation, il passe sous les fougères, et très rapidement il disparaît. Là, n'essayez pas de le prendre, vous allez lui casser la queue. Nous nous sommes arrêtés dans un paysage qu'a bien aimé Léo Ferré puisqu'il a habité quelques années dans cette splendide demeure. Et c'est aussi l'occasion de bien comprendre jusqu'à quel point ces dunes littorales font obstacle à la marée. Imaginez qu'une très forte houle bouscule ce cordon littoral. La mer s'engouffre à l'intérieur des terres. C'est ce qui fait que ces dunes, il faut les protéger non seulement pour des raisons écologiques, mais également, évidemment aussi, pour protéger les cultures, donc les hommes qui travaillent là. Monsieur Chardonnay, bonjour. Bonjour monsieur. Nous sommes arrivés jusqu'ici en suivant le petit chemin côtier. Et quelquefois nous passions là, sur les falaises. Oui. Et j'étais étonné de trouver des étendues complètement de terrain, complètement retournées. Ça a été labouré, le rouleau était passé dessus. Qu'est-ce qu'on plante aujourd'hui? C'est des terrains où il va y avoir des choux-fleurs de plantés d'ici une quinzaine de jours. Parce que maintenant ils ne font plus qu'une récolte. Oui. Tandis qu'autrefois ils faisaient des patates et des choux-fleurs après. Et les patates, elles sont où là? Ah bah les patates, eh bien, on n'en fait plus là sur récolte. Ça vaut pas la peine parce qu'il n'y a pas assez de rendement. Il n'y a pas assez de Il n'y a rendement? pas assez de rendement. C'est pour ça. Et les patates, on en fait depuis combien de temps dans la région? Oh, On a toujours fait de la depuis patate toujours. en Bretagne? Oh oui, sûrement bien 100 ans. Il y a 100 ans? Et Ah c'était oui. quoi les pommes de terre d'il y a 100 ans? Alors il y a 100 ans, c'était une variété qu'on appelait la flougue géante, qui était la seule variété qui existait à l'époque et qu'on vendait aux Anglais. Les gens allaient les porter à Saint-Malo et il était commercialisé dans des magasins et ça partait sur l'Angleterre. Et vous en faites encore, vous, ces pommes de terre? Un tout petit peu. Voilà les fameuses pommes de terre flougue géante. Et qu'est-ce qu'elles ont de plus ou de moins que les autres? Bien, c'est une patate à chair blanche hein, qui est très tendre. Donc elle ne se commercialise plus parce que c'est une patate qui se défait à la cuisson. Et ça ne plaît plus à la clientèle. En purée, c'est la reine des patates. Ce Chardonnay, les pommes de terre que vous venez de nous montrer, là, c'est un peu des reliques, c'est des Eh vestiges. Oui, ah oui, c'est déjà vieux. Mais l'autre jour, vous me racontiez aussi une histoire de vestiges. Il y avait un moulin qui fonctionnait sur la marée, pas loin oui, d'ici. un moulin de marée, Oui. oui, au Lupin. Alors ce moulin-là, nos arrière-grands-parents, ils allaient porter leurs grains à moudre à ce moulin. Et ça servait en même temps, cette digue, de passage pour les piétons qui voulaient aller à Saint-Malo ou Roteneur. Alors il fonctionnait du baissant. Oui. Et un petit peu de remontant, jusqu'au temps que la mer arrivait au pied de la digue. Et D'accord. après, c'était fini, forcément. Donc finalement, l'usine marémotrice, c'est pas nouveau. L'idée était exploitée Ah non, il y a pas bien du tout. longtemps en arrière. Pas du tout, hein, pas du tout. Ici, le sable a rencontré un relief. Alors il s'est accumulé à la base. La dune s'est formée ici. Mais la dune est quand même menacée par le vent très violent, par la mer qui des fois se déchaîne. Alors il existe une plante, la nature a bien fait les choses, une plante qui ne pousse que sur le sable. C'est l'œillat. Ses racines très profondes se ramifient et retiennent le sable en profondeur et également en surface. Au fur et à mesure que le sable s'accumule, l'œillat grimpe un petit peu plus et fixe totalement cette dune. Aujourd'hui, on replante cette œillat un peu partout pour contenir le sable. Hier, cette plante existait déjà et les hommes l'utilisaient pour en faire des paillassons sur lesquels ils installaient le fromage à sécher. J'ai rarement rencontré au cours de mes balades des panicots marins ou fauchardons autant colorés que celui-ci.
Il faut évidemment faire très attention, ne marchez pas dessus, vous en trouverez quelquefois en dehors des zones protégées, mais en tout cas ne les cueillez pas, ils sont évidemment à conserver en cet état. Ce sont des plantes piquantes, regardez ces feuilles bleutées, elles ont de quoi se défendre, ils sont en fleurs et ça n'empêche pas les petits escargots que l'on rencontre en grande quantité ici sur cette dune de crapahuter. Nous sommes partis ce matin par une mer d'huile. Nous arrivons 4 heures après, toujours par une mer d'huile, pas un souffle de vent. Mais le rayonnement solaire était toujours présent. Attention, protégez-vous bien la peau. Nous avons profité d'une clarté tout à fait exceptionnelle pour faire des quantités de photos. Parce qu'à chaque détour de crique ou de pointe rocheuse, le paysage a changé. Vous pouvez venir ici, bien entendu, en famille, même avec des tout-petits. Il faut faire très attention, le chemin est bien bordé par la végétation, les risques de chute sont vraiment très rares. Mais il faut toujours avoir l'œil sur eux. Bonjour, bienvenue dans l'ouest de la France. Bienvenue dans les Monts d'Arrée, pays de mystère, pays de légende. Nous sommes sur la commune de Comana, et plus précisément au lieu-dit les Mougots. Nous avons laissé la voiture un petit peu plus loin sur le parking, et notre randonnée va nous permettre de faire le tour d'un superbe lac qu'on appelle le lac Saint-Michel. Mais le point de départ de notre balade, c'est ici, près de cette superbe allée couverte. C'est un dolmen, une sépulture collective datée d'environ 3000 à 2500 ans avant Jésus-Christ. Et je pense que le fait de partir d'ici est un somptueux présage. Notre balade sera certainement riche et variée, contrastée comme le temps, et vous avez probablement déjà reconnu la lumière du Finistère. Ce que nous avons devant nous, en fait, comme paysage, ce sont simplement les restes d'une vieille chaîne de montagne, la chaîne hercynienne. Alors, ce que l'on voit aujourd'hui au niveau du lac Saint-Michel, eh bien, ce sont d'anciens marais tourbeux qui ont été partiellement inondés pour les besoins de ce réservoir d'eau. Et cette dépression est encadrée par des crêtes de roches dures. En fait, sous la tourbe, sous les marécages tourbeux, il y a en fait du schiste. Et le schiste est une roche qui est très tendre, très fragile, qui a été dégagée par l'érosion. Et là, vous n'êtes pas assis sur du schiste? Non, ici nous sommes sur une petite partie de la crête bordière du Yonne. Cette crête, elle est constituée par une formation géologique qu'on appelle la formation du grès armoricain. Et localement, ce grès armoricain a un faciès de quartzite, c'est-à-dire un aspect de quartzite. C'est une roche qui est très très dure et qui correspond tout simplement à un ancien sable marin. C'est un sable durci et qui ici est daté à 460 millions d'années. Allez gamins. Bonjour. Bonjour. Une caravane passe dans les Monts d'Arrée. Oui, Salut toi. Et alors vous venez d'où comme ça? là on vient de Comana, on était hébergé au gîte de Comana. Et donc on est parti ce matin et là on regagne donc le Brédilis, la cuvette du lac Saint-Michel.
Et on va ce soir donc au gîte de Brénilis. Vous passez de gîte en gîte? De gîte en gîte, hein, ça fait 5 jours là qu'on est parti en randonnée. Donc on fait tous les monts d'arrêt là, avec les ânes. Donc on a les duvets, les couvertures, le panier pique-nique, les voilà. gamins sur les ânes. Les gamins sur les ânes. Au moins là comme vous ça. êtes tranquille. Voilà. on bouge pas. Voilà. Et ça Comment nous ils permet. s'appellent ces ânes? Ça c'est Gamin. Il vient d'où celui-là? Alors Gamin c'est un grand noir du Berry. Hein. Et derrière vous avez donc Victor, hein, qui est un baudet du Poitou. Avec des poils aux oreilles. Voilà, avec les poils aux oreilles comme les baudets du Poitou, ouais. Eh bien bonne balade, moi je continue de mon côté. Bien. Au revoir. Au revoir. Allez Gamin, en avant. Je vous dois une explication. Je me suis légèrement écarté de l'itinéraire car j'ai suivi Denis. J'ai été en effet témoin de la scène suivante. J'ai vu un jeune homme apporter à Denis un faucon, soi-disant blessé ou malade. Alors Denis, qu'en est-il? Au premier abord, après avoir analysé rapidement ses ailes, je n'aperçois pas de cassure évidente. On va regarder l'autre aile. Il m'a l'air légèrement affaibli. Il a peut-être consommé une sorte de poison. Ou alors il est sous-alimenté, quoi. Alors on va essayer de déterminer... Bon, l'espèce déjà c'est un faucon cresserelle. Oui, il est très beau d'ailleurs. En plumage juvénile. Hein, le plumage juvénile s'apparente un peu à celui des femelles adultes. Alors, il y a quelques critères pour déterminer. Là on a affaire à un mâle. On aperçoit bien la moustache qui est assez bien marquée. Hein. C'est un mâle moustachu. Ouais. Un mâle moustachu. Et puis à l'âge adulte, à partir de 2 ans environ, la queue devient grise. Oui, c'est Clair, net, hein. on voit, on commence déjà à apercevoir les premières plumes et le dessus de la tête. Quand on rencontre un oiseau comme ça, sur le sol, qui se laisse approcher, qui se laisse prendre, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce qu'il faut le prendre vraiment? Alors l'idéal, si on ne voit pas de blessure apparente, d'ailes pendantes, de pattes cassées, l'idéal c'est de le mettre sur un endroit, un petit monticule, et puis de s'en aller. Hein, Alors s'il est blessé, il faut le prendre délicatement, le mettre dans un carton avec des chiffons, ni nourriture ni eau, et le contacter au plus vite un ornithologue ou une personne compétente, une association de protection de la nature ou un organisme comme le parc d'Armorique. Denis, on essaie de le arracher? On va essayer, oui, je crois. Apparemment, il a l'air de reprendre un peu sa forme. On va le relâcher sur le rocher plus loin. Ouais. Vous rencontrerez sur votre chemin, autour du lac Saint-Michel, des tourbières. Alors comment est-ce qu'on les reconnaît? C'est pas compliqué du tout, c'est un lieu humide. Le terrain est acide, donc l'eau est acide. Et vous rencontrerez dans ce milieu humide, acide, des sphènes, des mousses, qui ne poussent que dans cet environnement. C'est un milieu spongieux. Quand vous allez marcher dessus, vous allez vous enfoncer. C'est très impressionnant, faites très attention, vous pouvez passer à travers. Et ces mousses sont caractéristiques, regardez. La base est sombre, c'est la partie morte, c'est ce qui donnera plus tard la tourbe. Quand on les regarde de très très près, on distingue très facilement toute une série de cellules. Et certaines de ces cellules sont creuses. Et ces cellules piègent l'eau, contiennent de l'eau, jusqu'à 40 fois le poids de la mousse. Regardez. Quelques centimètres seulement au-dessus de la zone humide, les sphènes sont sèches.
elles ont perdu leur eau. Dès qu'il va se remettre à pleuvoir, elles vont se gorger d'eau à nouveau, elles vont reverdir. Elles joueront donc ce rôle indispensable de réservoir. Toutes ces tourbières, les unes à côté des autres, forment une énorme éponge indispensable à l'hydrologie de l'endroit, car cette eau qu'elles contiennent est progressivement restituée pendant la saison sèche. Je ne vous invite pas à randonner dans la tourbière parce que c'est un milieu difficile et dangereux. Et n'oubliez pas que c'est un milieu également protégé. Si nous sommes là, c'est pour le coup d'œil, admirer cette superbe tourbière bombée. En réalité, cette tourbière n'est alimentée que par la pluie, ce qui fait que les sphènes qui poussent sans arrêt, vous le savez, eh bien, poussent vers le haut. C'est ce qui donne effectivement ce mouvement au terrain. Le paysage est constitué de petits arbres comme les saules, comme les bourdaines. Et on voit aussi une plante qui est très visible en ce moment parce qu'elle est en graines. Ce sont les linégrètes. Regardez ce petit duvet qui était utilisé autrefois comme coton, mais pas dans l'industrie textile parce que ce n'est pas suffisamment rentable. Eh bien ce duvet, le vent le transporte et au bout de chaque touffe de duvet, il y a une petite graine. C'est ainsi que les linégrètes sont ensemencées autour de nous. Il y avait de la place dans cette sépulture, Michel. Il y avait de la place, oui. Dans les sépultures qui ont été fouillées en pays calcaire, on a trouvé jusqu'à 200-300 squelettes dans ce type de monument. Hein. Donc c'était quand même assez considérable. Et c'est vraiment les sépultures collectives de l'époque. Alors ça, c'est un dolmen. C'est un dolmen parmi tant d'autres. Un dolmen intermédiaire entre les dolmens à couloir de l'ancien néolithique armoricain et les allées couvertes, comme celle de Comana. Hein, c'est ce qu'on appelle une sépulture en V, parce que lorsque l'on rentre, l'entrée est étroite, elle fait 1 mètre de large, et lorsqu'on arrive au fond, elle fait 2,50 m, 2,60 m de large. Mais dans les livres scolaires, quand on parle de dolmen, on voit des pierres dressées, puis une table sur le dessus. Ah oui, alors ça, c'est le squelette du dolmen, c'est le dolmen qu'on appelle dolmen pour touristes, dolmen pour visiteurs. Ce n'est que la partie interne du dolmen. Le dolmen est fait pour les morts, bien sûr, pour mettre faire des inhumations, mais aussi pour les vivants. Et un dolmen comporte 2 parties. La partie interne, qui est composée de piliers et de tables de couverture, et le tout est enseveli sous un tertre, et la plupart du temps enterré par une petite enceinte de pierre dressée qu'on appelle un péristhalite, que l'on voit très bien ici. Lorsque le légendaire s'est mis en place, sans doute très tôt, dès le Moyen-Âge, on ne savait pas quelle était l'origine, le but et la fonction de ces monuments mégalithiques, que ce soit les menhirs, que ce soit les dolmens. Et on a attribué ça à des génies, à des géants, à des nains, à des farfadets, des trolls, des corrigans. Ici, par contre, ce monument s'appelle Tir Boudiguet, qui en français veut dire la maison des fées. On pensait que c'était les fées qui avaient construit et qui habitaient dans ce monument. Alors qu'à Comana, on l'appelle Ti Corriganet, donc la maison des corrigans. Alors, il y a même une petite légende locale ici qui dit que les corrigans de Comana ne s'entendaient pas avec ceux de Brennilis. Et elle est marrante, cette histoire-là. Et comme ils ne s'entendaient pas, ils se jetaient des cailloux. Et les cailloux, ils s'en jetaient tellement qu'ils se rencontraient en l'air et ils tombaient entre les 2 monuments. Et c'est ce qui a construit la chaîne des Monts d'Arrée. Et que c'est une légende absolument extraordinaire et qui a dû durer donc pendant très longtemps parce que pour créer la chaîne des Monts d'Arrée, il a fallu jeter quand même une sacrée quantité de cailloux. Et il y a du monde. Un crapaud.
Un crapaud commun, c'est une femelle. Elle est effrayée, elle se gonfle pour m'impressionner. Un triton marbré, c'est un petit bijou ici dans la lande. C'est un très très bel animal. Celui-ci est jeune. Ce sont des animaux qui ne connaissent l'eau que pendant l'instant de la reproduction. C'est dans l'eau que se développent leurs larves. C'est un animal inoffensif que l'on peut effectivement trouver en soulevant des pierres comme celle-ci, mais je vous rappelle que c'est un animal extrêmement protégé. Il est prohibé de se déplacer avec lui dans le coffre de la voiture. Il est très très bien protégé par la loi. Des crapauds accoucheurs, les uns derrière les autres. Regardez, ce sont des mâles. Eux aussi préfèrent la terre ferme. Quand la femelle pond, elle est sur la terre, loin de l'eau. Les mâles ensuite entortillent les œufs autour des pattes arrière et les promènent comme ça, dans la campagne, loin de l'eau. Quand les œufs sèchent, ils vont tranquillement rejoindre l'eau, ils les mouillent, ils ressortent, ils rejoignent la pierre, ils rejoignent l'endroit sec. Ils les transportent ainsi 3 à 6 semaines sur leur dos. Quand ils sont près de l'éclosion, ils rejoignent l'eau, ils déposent les œufs dans l'eau et aussitôt, les larves s'échappent. Ce sont de tout petits crapauds, ils mesurent 5 cm maximum. Ils sont très fragiles et eux aussi sont protégés. On n'a pas le droit de les ramasser. Le sentier de randonnée emprunte le sommet d'un talus, c'est une limite de propriété. Je suis dans l'ancien parcellaire et derrière moi, autrefois, la tourbière était immense, elle occupait toute la dépression. En 1930, un barrage pour alimenter une centrale hydroélectrique, une partie de la dépression est noyée. À la fin des années 1960, c'est la première centrale nucléaire de France qui s'installe ici. À la fin des années 1980, on commence à la démanteler. Avec un peu de chance, à la fin des années 90, nous l'aurons complètement oublié. Cette étendue de tourbière est aujourd'hui encore chargée d'histoire parce que les gens qui fréquentaient cette tourbière, tous les gens qui devaient traverser le Marais soit pour aller pour passer du nord au sud ou alors aller au pardon de Rumingol par exemple, les pèlerins, craignaient cette traversée parce que de tout temps on a situé là un endroit particulièrement dangereux où les gens quand ils s'y aventuraient, les bêtes quand elles allaient là s'enfonçaient et disparaissaient. C'est cet endroit-là qu'on appelait le Youdik. Le Youdik, c'est un mot breton qui veut dire bouilli. Yout, plus exactement, veut dire bouilli. Youdik, c'est un diminutif. Tout ce qui se termine en ik comme ça en breton, c'est un diminutif. Ça veut dire petite bouillie. Alors nos anciens ont utilisé ce mot-là pour désigner cet endroit où les gens, quand ils y allaient, ne tenaient pas dessus. Ils ont imaginé, et c'est toujours comme ça en breton, quand on n'a pas de mot pour désigner quelque chose, on a toujours recours à une image. Et ici, c'est le cas. Ils ont imaginé un grand chaudron de bouillie sur lequel vous lâchez quelque chose de dur, de lourd, ça s'enfonce tout doucement et ça disparaît. Alors, quand on disait aux petits-enfants, dans le temps, si t'es pas sage, on t'enverra au Youdik, ils comprenaient tout de suite. Il n'y avait pas de problème. Et de tout temps, on a parlé, tous les grands bardes bretons qui ont écrit des choses sur la Bretagne, ont tous parlé du Youdik et des portes de l'enfer. Parce que le Youdik est devenu les portes de l'enfer, mais avant, ça s'appelait, les Celtes appelaient ça déjà les portes de l'au-delà. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et aujourd'hui encore, personne dans la région ne peut se vanter d'avoir été au Youdik et d'en être revenu. C'est assez extraordinaire. Et c'est pour ça que cet endroit est encore chargé d'histoire.
Et lorsqu'on randonne, il n'y a pas des sentiers de randonnée pour recevoir un tourisme de masse, mais c'est une cuvette qui n'a pas été touchée ni par les cultures intensives, ni par les élevages intensifs, ce qui fait qu'on y trouve des plantes, une faune et une flore assez extraordinaires, avec des variétés qui ont disparu depuis longtemps ailleurs. Et pour celui qui se donne la peine de regarder, d'écouter, d'entendre, de sentir, c'est un lieu magique. Le Graal, c'est tout brocéliande, en fin de compte. Je dis souvent aux visiteurs que chacun a son propre Graal. Chacun se dirige, bien sûr, bien pour que sa vie soit meilleure envers les autres et pour lui-même. Et le Graal, eh bien, en fin de compte, c'est ça. Car si on réfléchit bien, quand Galahad, le fils de Lancelot, a trouvé le Graal, eh bien, il est mort. Donc, en fin de compte, est-ce que le Graal, c'est pas aussi l'aboutissement de toute une vie? Le Graal est présent partout dans l'Église. Il y en a qu'on peut voir et d'autres qu'on peut découvrir. Et on peut aussi passer devant certains tableaux où il est présent, mais on ne le voit pas. On dit souvent qu'il faut rentrer en Brocéliande sur la pointe des pieds, car c'est vrai que ce n'est pas un lieu ordinaire. Les Celtes disaient que c'était d'ailleurs leur cathédrale. Donc c'est vrai, il faut aussi rentrer dans le mystère tout doucement au départ, en ayant dans la tête bien sûr, tout de suite l'imaginaire, tous ces personnages du mythe arthurien. Bonjour et bienvenue à Tréoranteuc. Soyez rassurés, nous sommes venus chercher les clés qui vont nous permettre d'investir à pas de loup la forêt de Brocéliande sans prendre le risque de rencontrer la fée Morgane. Nous sommes à la limite de la forêt de Paimpont. Elle recouvre environ aujourd'hui 7000 hectares. Mais au 1er siècle après Jésus-Christ, elle s'étendait sur 140 km de long. Il existe d'ailleurs encore aujourd'hui des îlots qui sont en fait des vestiges de cette époque. La forêt que nous allons visiter ensemble maintenant, c'est un de ces îlots. Le plus vaste, c'est la forêt de Brocéliande. Vous êtes prêts? Nous y allons. Derrière cette barre de schiste rouge, Lancelot a dû affronter 2 dragons, traverser un étang où l'eau bouillonnait, franchir un mur de flammes pour rejoindre le château imaginaire de la fée Morgane. En septembre 1990, ici c'était la fournaise. La lande brûlait, la forêt était en feu. Nous sommes au point de départ d'une randonnée qui va nous conduire dans un site fantastique, merveilleux, le Val sans retour. Les habitants de la forêt de Brocéliande nous donnent une leçon. Ils ont érigé un monument à la mémoire des arbres morts au feu. Cela montre à quel point la forêt est importante pour eux, à quel point les arbres font partie de leur univers. Et cela me rappelle une anecdote que j'ai vécue en Amazonie lorsqu'un Indien me dit « Tu sais, lorsque la forêt aura disparu, les Indiens aussi ». Voilà le miroir des fées sur lequel aujourd'hui ne se reflète plus que l'image des arbres, des libellules et des demoiselles.
Sur le bord du sentier, il y a des ronces. Attention, ça pique. C'est une plante que l'on connaît depuis le néolithique. Elle occupe tous les milieux laissés vacants dans la nature. Ses fruits servent à faire un sirop pectoral. Et ses feuilles, si vous les récoltez, faites-en une tisane. Plus tard, peut-être des gargarismes qui permettront de lutter contre les angines. Si l'envie vous prend de remonter le Rocco par son lit, attention de ne pas vous tacher. La montagne regorge de minerais de fer et l'eau charrie la rouille. C'est d'ailleurs ce qui explique ici et là la présence de mines de fer à ciel ouvert et de forges un peu partout qui aujourd'hui malheureusement ne fonctionnent plus. Le long du sentier, avant d'attaquer le rocher, vous longerez un bassin. C'est en fait un réservoir d'eau qui servait à alimenter un moulin dont vous trouverez les ruines plus bas, près de l'arbre d'or. Et votre œil exercé pourra peut-être franchir la surface de l'eau et découvrir des perchettes. Ici, sur cette zone de lande, il y a un cycle d'incendie. En 1976, tout le coin a été complètement décimé par le feu. Et ce qui était intéressant, c'était de voir justement cette nature qui se refaisait un petit peu d'elle-même, avec d'abord sur les zones incendiées, on voit apparaître les fougères, certaines herbes, et puis après une multitude de bouleaux. Et ensuite les pins qui reviennent à leur tour. Et puis ensuite, il y a une espèce d'équilibre de la nature qui se fait, certaines espèces qui prennent le dessus sur d'autres, et tout un décor qui se recrée. 15 ans après, on a vraiment plus le souvenir d'incendie à cet endroit-là, jusqu'à ce que malheureusement une autre catastrophe ressurgisse. Et c'est ce qui s'est passé en 1990, où le secteur que nous voyons ici a à nouveau complètement été décimé. Quand le feu passe, la végétation est entièrement détruite. Le vent souffle les particules les plus légères, la pluie délave le sol, les rochers sont mis à nu. Les particules les plus fines, les plus riches, se retrouvent dans des dépressions. Elles forment un sol plus brun, plus riche en valeurs nutritives. C'est là que s'installe le genêt à balai et quelquefois la fougère. Un peu plus haut, le sol est beaucoup plus pauvre. On y retrouve des graminées, on y retrouve des ajoncs. Eh bien voilà le genêt, c'est le genêt à balai. C'est un arbuste tout à fait indispensable à la région. Grâce à sa présence, je sais que sous mes pieds, j'ai un sol brun d'environ 30 cm, jusqu'à même peut-être 50 cm. Il a besoin d'être solidement enraciné. Il est utile parce que c'est un fourrage qui sert aussi bien aux animaux sauvages, aux cerfs par exemple, mais également aux moutons et aux chèvres. Il est utile pour une autre raison, parce que dans ses racines, il y a un dispositif qui contient des bactéries qui fixent l'azote de l'atmosphère. Et quand la plante meurt, eh bien cet azote est donné et restitué au sol. Alors ces graines, vous les connaissez. Elles sont ici, elles sont contenues dans des gousses, et quand ces gousses arrivent à maturité, elles se vrillent, ce qui produit une sorte d'explosion, et les graines sont semées. Elles sont ici, ces graines. Les graines qui tomberont sur le sol aujourd'hui ne germeront que l'année prochaine. Et chose très pratique, on sait que ces graines gardent leur pouvoir de germination au moins pendant 25 ans. C'est pour ça que le genêt est très utile. Venez, suivez-moi, nous allons visiter une parcelle de terrain recolonisée par le bouleau. Recolonisée parce qu'ici, le feu est passé plusieurs fois. Mais à chaque fois, la nature a repris le dessus. Les premiers arrivés
ce sont les arbres pionniers, ce sont les bouleaux. Leurs graines sont très petites, elles sont transportées par le vent, elles se sèment jusqu'ici et ils se développent très rapidement. Ils sont très utiles parce que leurs racines retiennent le sol et le feuillage fait de l'ombre. Et du coup, cet ensemble permet à des végétaux, comme ici le chêne, à croissance beaucoup plus lente, de s'installer et de croître. Il arrivera un moment où les bouleaux vont se densifier, ils vont se gêner, certains vont mourir, ils vont se décomposer, ils feront de l'humus utile aux autres plantes. Plus tard encore, comme la durée de vie du bouleau est très courte, eh bien ils finiront par mourir et par laisser la place aux arbres plus importants, comme le chêne, qui lui, par contre, est un véritable pare-feu. Pour accélérer le mouvement, pour donner du tonus à la nature, les hommes font des pare-feux. Ils labourent le sol, ce qui a pour effet d'enfermer les graminées, de les enterrer, donc elles ne peuvent plus transmettre le feu. Mais du coup, ça permet au bouleau de s'installer beaucoup plus confortablement. Les hommes n'ont plus qu'à planter des chênes, ici du chêne d'Amérique à croissance rapide, et le tour est joué. Nous sortons maintenant du val sans retour. C'est donc la preuve que le charme de la fée Morgane est rompu. Et nous partons rejoindre la forêt de Paimpont, beaucoup plus dense, beaucoup plus sombre. Mais avant de partir, je m'interroge sur l'état de la nature ici, qui est souvent ravagée par les incendies. Je me demande si elle ne révèle pas quelques similitudes avec les incendies qui ravagent la savane africaine. N'oubliez pas que l'herbe à éléphant, c'est aussi une graminée. À quelle distance se trouve la forêt vaste, forêt sombre? La forêt à 2 pas, ici c'est l'antichambre. Ici il suffit de s'engager dans le fond du Val Sortoux, même sur les crêtes, et puis petit à petit vous rentrez dans la forêt. En fait, vous savez, ici il n'y a pas de frontière bien délimitée. La frontière, on se la fait soi-même. Il y a une inscription sur la porte de l'église de Trérantoc qui parle plus que tout discours. Il est marqué « La porte est en dedans ». Et ma foi, ça veut dire que cette porte invisible, c'est à chacun de l'ouvrir pour pénétrer dans ce qu'on appelle l'autre monde, de franchir la lisière de l'autre monde. Alors, ma foi, la lisière de l'autre monde, la lisière de la forêt, elle est où vous voulez bien la placer. La forêt de Paimpont est immense, elle est profonde, elle est verdoyante, elle est sombre aussi. Elle est sombre parce que les arbres sont puissants. Ce sont surtout des chênes, des hêtres, des châtaigniers, des merisiers qui développent au-dessus de notre tête des houppiers très importants dont les feuilles sont extrêmement voraces en lumière. Mais ces arbres très puissants, très grands, qui peuvent faire jusqu'à 40 mètres de haut, ont cependant les pieds à l'ombre et au frais. C'est la strate la plus importante. En dessous, il y a la strate arbustive constituée de jeunes arbres qui à leur tour se dépêchent de regagner la lumière. Et puis il y a des petits arbustes, comme par exemple ici le houx. En dessous encore, à ras du sol, on trouve les mousses, on trouve les champignons, on trouve quelques herbes, on trouve des fougères. C'est ce qu'on appelle la strate herbacée. Mais il n'empêche que tous ces végétaux vivent ici parce que le sol est riche. Et le sol est riche parce que l'humus est sans arrêt reconstitué. Le chêne est un arbre très bien représenté ici. Il est connu par les hommes depuis très longtemps. Certainement parce qu'il est très beau, il est un peu différent des autres. Il s'élève sur un tronc puissant, ses branches sont tordues et son houppier s'étale. C'est un arbre donc que les hommes respectent, non seulement parce qu'il est beau, mais aussi parce qu'il est très utile. Son bois est très dur et son écorce contient du tanin. Le tannn qui est utilisé aujourd'hui
dans l'industrie du cuir de luxe provient de l'écorce de chêne. Cette écorce, faites-en des décoctions, vous pourrez ainsi combattre des inflammations et des diarrhées. Vous pouvez également l'utiliser d'une autre façon. Toujours par décoction, vous l'étalez sur les brûlures et sur les ganselures et ça vous soulage. L'écorce, encore une fois, eh bien, contient un bactéricide que l'on rencontre encore aujourd'hui dans certains médicaments. Bonjour. Vous promenez les chiens? Bonjour. Vous les laissez passer alors? Ils sont reliés. Allez. Autrefois, la forêt de Paimpont devait être très bruyante. Il y avait une activité humaine dense. Il y avait les gens qui venaient ramasser du bois, il y avait des animaux en pâturage, il y avait même des mines à ciel ouvert, comme ici. C'est un vestige de carrière de laquelle on sortait le minerai de fer. On peut bien imaginer, pas très loin d'ici, des chantiers, on abattait le bois et on fabriquait le charbon de bois. Donc, à vous de trouver, en vous promenant dans cette forêt, les emplacements de ces anciennes charbonnières. Tout lieu de Brocéliande fait partie de la forêt légendaire, de la forêt sacrée. Il ne faut pas croire que la légende se cantonne sur quelques points répertoriés et peut-être trop fréquentés. Tout site de la forêt appartient à cette légende et tout site de la forêt, peut-on rêver, a été traversé par Lancelot, Viviane, Morgane et toute la chevauchée des chevaliers de la table ronde. Et ces légendes, justement, vous les rencontrez lorsque vous vous promenez dans la forêt, vous retrouvez des endroits, des sensations, des frissons? Oui, des sensations sûrement, mais c'est toujours tellement difficile de faire la part de ce qu'on porte en soi et qu'on veut rencontrer et de ce qu'il y a vraiment. Mais je crois quand même qu'on est trop nombreux à éprouver quelque chose de différent, quelque chose... C'est très subtil, hein, ça n'est pas du tout de l'ordre de l'équation du rationnel. Et je ne vais même pas chercher à vous le prouver, parce que c'est au ressenti de chacun qu'on découvre la légende, mais elle est là, c'est certain. Puisqu'on est en Brocéliande, on peut se dire que Merlin l'Enchanteur est partout dans la forêt. Puisque la légende nous dit que c'était un des lieux qu'il aimait à fréquenter, Merlin est un homme de la cour du roi Arthur, mais c'est surtout un homme de la forêt. C'est à sa manière l'esprit de la forêt, et toutes les forêts sont siennes, mais on nous raconte dans les contes, dans les livres, dans les vieux romans, on nous raconte qu'il avait une prédilection pour Brocéliande, entre autres parce qu'il y rencontrait celle qu'il aimait, Viviane. Et Viviane finit par l'enfermer dans la forêt de Brocéliande. Et de ce jour, on ne sait plus où il est dans la forêt. Alors, il y a une des légendes, justement, une des versions du conte qui nous explique qu'il est dans le tronc du plus gros arbre de la forêt. C'est peut-être bien celui-là. Mais moi, je crois surtout qu'il est dans la forêt en général. Et vous savez, Merlin, de par sa naissance fabuleuse, a été doté de pouvoir, et entre autres pouvoirs, à celui de changer de forme. Rien ne nous dit qu'il a perdu ce pouvoir en étant enfermé dans Brocéliande. Donc, je crois vraiment qu'on peut le rencontrer à tout instant, à tout moment. Mais parce qu'il est Merlin, on ne le reconnaît jamais. Est-ce que les hommes d'aujourd'hui sont encore inquiétés par Merlin? Les hommes d'aujourd'hui devraient être inquiétés par Merlin, ne serait-ce que pour tout ce qu'ils font à la nature. Non, je ne sais pas si les hommes sont encore inquiétés par Merlin, mais les hommes sont encore attirés, sûrement, par les légendes dont Merlin est le centre ici à Brocéliande.